processus de paix crédible et durable. Et alors, pour parler de ce sujet, on a en ligne Monsieur l'ambassadeur Medhat Almelik, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour, Votre Excellence. Bonjour à vous. Donc, la situation dans la bande de Gaza et au Liban qui ne cesse donc, la tension qui ne cesse de s'accroître dans cette région. En parallèle, bien sûr, à l'achoppement des négociations entre les États-Unis et l'Iran, la situation au Moyen-Orient qui est catastrophique. Donc, sur le plan de la situation dans la bande de Gaza et la guerre aussi et la trêve très fragile au Liban. Comment vous voyez les derniers développements, surtout on va commencer par la bande de Gaza, l'acheminement de l'aide, surtout égyptienne, qui se poursuit, mais les frappes israéliennes qui se poursuivent toujours quasi régulièrement. Il y a des victimes, bien sûr, de la part de la Palestine, en Palestine, mais le Hamas qui respecte jusqu'à présent le cessez-le-feu, mais Israël qui toujours continue la violation du cessez-le-feu et entrave aussi les aides humanitaires et entrave aussi le passage à la deuxième étape. De l'accord de Donald Trump de cesser le feu. Alors comment vous estimez les actions israéliennes surtout? Est-ce que vous avez vu qu'on a déjà terminé la première phase? Alors, la première phase n'a pas été respectée. Il y avait un acheminement inconditionnel, presque inconditionnel de toute l'aide humanitaire pour la bande de Gaza, pour les civils de la bande de Gaza d'un côté. Et deuxième côté, il devait y avoir un début de reconstruction, même pour les instances civiles telles que les hôpitaux et autres. Et cela n'a jamais été respecté. Je pense qu'on l'a déjà dit plusieurs fois sur votre plateforme qu'Israël ne pensait qu'à reprendre ses otages, qu'ils soient vivants ou morts. Et c'est ce qui a été passé. On se souvient tous du dernier cadavre qui a été perdu pour un long moment, jusqu'à on a pu finalement le répatrier. Et cela a permis de dire que la première phase devrait être respectée. Mais cela n'a pas été terminé. Alors je trouve qu'il est inutile de parler du début de la deuxième phase, étant donné que la première phase n'a pas été respectée totalement. Et tout cela, c'est à cause de la politique d'impunité dont jouit Israël, à cause du soutien inconditionnel de la part des États-Unis, comme on le dit souvent. Oui, donc quand est-ce qu'on peut dire que Israël va passer, ou on va passer à la deuxième phase, on va arrêter ces violations du cessez-le-feu? Quand est-ce qu'on peut, ou Israël peut être satisfaite donc de la situation et passer à la deuxième phase, ou elle n'a pas l'intention? Non, je pense que tout simplement, tant qu'il y a cette impunité pour Israël, je peux compter des choses vraiment simples. Par exemple, je peux donner un exemple qui montre à quel point on est dans un double standard, double mesure et double poids. Alors tout simplement, 4 jours après l'attaque russe sur l'Ukraine, on a supprimé les Russes des Jeux olympiques et du football international. Tandis qu'Israël, jusqu'à maintenant, malgré les massacres, malgré tout ce qui s'est passé à Gaza, la mort d'à peu près 100 000, dont la majorité sont des femmes et des enfants qui ont perdu leur vie, et un double de ce nombre qui sont les victimes blessées, dont l'Égypte essaie à tout prix de les récupérer pour les soigner dans les hôpitaux égyptiens. Mais à la fin du compte, Israël jouit de ce soutien de la part ce feu vert américain. Alors, que ce soit les États-Unis ou le silence incompréhensible de la part des alliés européens, à part quelques pays tels que l'Irlande et l'Espagne et les pays qui sont reconnus pour
la reconnaissance des droits du peuple palestinien, dernièrement même la France et l'Angleterre, mais il y a un silence incompréhensible. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une vraie pression? Certainement, il y a une divergence entre la position des États-Unis et celle des pays européens, notamment après la guerre de l'Iran, qui a peut-être cette divergence de position. Mais en ce qui concerne Israël, il y a toujours un essai de camoufler d'une manière ou d'une autre toutes les atrocités et tous les crimes de guerre que commet Israël. Alors je trouve que sans cette vraie pression, notamment des pays qui lui fournissent les armes, je trouve qu'Israël ne va jamais respecter les droits, parce qu'Israël ne connaît que la langue de la menace, si on peut le dire. Alors si elle n'est pas menacée par une rupture de relations, par des boycotts, par des sanctions, alors Israël ne va jamais respecter que ce soit le droit international ou le droit international humanitaire. Dans les deux cas, on le voit toujours, depuis la signature de l'accord qui a été signé par le président Trump lui-même à Sharm el-Sheikh jusqu'aujourd'hui, on compte à peu près plus de 1000 morts qui, dans des opérations de tous les jours, on compte entre 7 et 10 morts chaque jour. Et cela passe d'une manière très paisible en ce qui concerne maintenant qu'on a une guerre qui est beaucoup plus sévère entre les États-Unis et Israël d'un côté et l'Iran de l'autre côté, qui affecte l'économie mondiale, et c'est pour ça qu'on lui accorde beaucoup plus d'attention que les victimes de Gaza ou même de la Cisjordanie. Oui. Monsieur l'ambassadeur, quand vous le savez, donc on approche de la date du 15 mai, c'est la date de la déclaration de l'État d'Israël par l'ONU. Alors, est-ce que on prévient donc qu'il y aura une augmentation de la tension, pas seulement à Gaza, mais aussi en Cisjordanie, puisque les agressions israéliennes se poursuivent toujours en Cisjordanie. Est-ce que la tension, la confrontation augmentera à cette date? Alors moi je trouve qu'on n'a pas besoin d'escaler ou désescaler la situation actuelle. La situation convient à Israël. Israël ne veut pas bouger de la première phase, elle ne veut pas arriver à la deuxième phase, tout simplement parce que cela veut dire qu'il doit avoir un retrait des forces israéliennes en derrière de la ligne jaune. Et cela, Israël n'a pas l'intention de le faire. Et du coup, la situation actuelle ou la position actuelle, lui, est bien convenante pour Israël. Cela dit, on doit parler encore une fois des Nations Unies, qu'ils ont eu un rôle qui est vraiment médiocre en ce qui concerne la paix internationale et notamment le génocide qui a pris place à Gaza. Ils n'ont rien pu faire tout simplement parce qu'il y a un des membres permanents du Conseil de sécurité, qui est les États-Unis, qui sont en train de fournir toutes les couvertures diplomatiques et la couverture politique dont Israël en a besoin pour continuer à ces agressions contre le peuple palestinien. On a vu déjà qu'elle a occupé, c'est déjà un fait accompli, elle a occupé à peu près 60% de la bande de Gaza. Et je pense que bientôt on va entendre parler de nouvelles installations ou de nouvelles colonies, telles que les colonies en Cisjordanie. D'autre côté, Israël a toujours l'intention, avec son gouvernement d'extrême droite, de fortifier les colonies actuelles et de commencer à bâtir de nouveaux colonies en Cisjordanie pour avaler toutes les territoires occupés palestiniens, et que tous nos appels, que ce soit ceux du peuple égyptien ou certainement le président lui-même qui en a parlé plusieurs fois, je parle ici des frontières palestiniennes du 4 juin 1967, ne vont jamais être établies parce que Israël, avec cette force et avec le soutien américain, elle peut toujours continuer à occuper le territoire sans vraiment avec une impunité imprécédente dans l'histoire de l'humanité. Oui. Monsieur l'ambassadeur, si on passe au dossier libanais qui est aussi donc compliqué ou plus compliqué, je pense que le dossier de l'Iran, puisque les négociations piétinent ou ne commencent pas seulement à cause d'Israël, mais aussi au Liban. Il y a donc cette convergence de vues entre le Hezbollah et le gouvernement libanais. Le Hezbollah qui ne veut pas donc des négociations
négociations directes avec Israël, et le président libanais aussi qui a posé ces conditions qu'il n'allait pas donc rencontrer Benjamin Netanyahou avant que ces conditions soient mises en application, un cessez-le-feu ou le retrait aussi. Donc il a parlé d'un cessez-le-feu immédiat. Donc comment donc on peut sortir de cette impasse au Liban? Alors tout simplement, en ce qui concerne le Liban, il y a plusieurs points ici en apparaît. Premièrement, Israël, ses conditions, c'est de désarmer le Hezbollah. Une question que même si le gouvernement libanais, avec tous ses pouvoirs, veut le faire, ils ne pourront pas le faire, et on le sait tous. Et d'ailleurs, Israël, c'est le premier pays qui connaît l'incapacité du militaire officiel libanais de désarmer le Hezbollah. Ça, c'est premièrement. Le Hezbollah est devenu très faible, mais sa présence sert beaucoup plus à Israël qu'elle sert au Liban. Je veux dire tout simplement que sa présence permet à Israël de toujours continuer ses agressions contre le Liban, contre le sud du Liban, annexer beaucoup plus de terrain. Je pense qu'on l'a déjà dit d'une manière claire depuis 1948 jusqu'aujourd'hui. Israël ne veut jamais exactement fixer ses frontières avec ses pays voisins. Elle a été forcée de le faire avec l'Égypte, parce que l'Égypte, après la guerre de 1973 et après tout cela, a pu mettre ses conditions et a pu avoir son territoire complet, même et inclus Taba, qui a vécu un grand étage d'arbitration. Alors, en ce qui concerne les autres frontières, les frontières ne veulent pas être fixées par Israël, parce que c'est un État expansionniste, c'est un État colonialiste qui veut toujours annexer du territoire. Alors, la présence de Hezbollah sert à Israël comme un alibi de pouvoir toujours attaquer le Liban. D'ailleurs même, on a entendu parler que Israël a le droit de attaquer, même s'il y a une simple intention à attaquer, même si réalisé. Et c'est la première fois dans la vie politique, je pense, à travers le monde, qu'un pays a le droit d'attaquer s'il pense qu'il y a une intention de son adversaire d'attaquer. Ça, c'est un précédent. Mais Israël, comme on l'a dit toujours, elle jouit d'un statut au sein de la communauté internationale qu'aucun pays du monde a joui auparavant. Et tout cela à cause de ce qu'ils ont pu faire en ce qui concerne, je veux dire même acheter des politiciens américains pour pouvoir vraiment céder à leurs demandes. Et d'ici vient toujours ce que vous venez de dire en ce qui concerne est-ce qu'on peut observer ou penser à un cessez-le-feu d'une manière complète au Liban? Non, tout simplement parce qu'Israël retient le droit d'attaquer quand elle le veut et par la manière qu'elle le désire. Déjà, on entend parler qu'elle a annexé à peu près 20% du territoire libanais et qu'elle a fait immigrer, elle a déplacé plus d'1 million de citoyens libanais qui ont dû aller au nord simplement pour qu'ils puissent épargner leur vie. Alors d'ici, on voit que la situation n'est pas tellement la meilleure, notamment avec la guerre iranienne, qui est le catalyste de tout ce qui se passe dans la région. Et c'est pour ça qu'on a dit que cette guerre, même après sa terminaison, aura des impacts très forts sur toute la région. Donc, monsieur l'ambassadeur, vous pensez que on doit commencer par le désarmement du Hezbollah, le gouvernement libanais. Et déjà, il aurait dû donc avoir un sommet à Paris le 5 mars dernier pour le désarmement du Hezbollah et pour la formation de l'armée libanaise surtout et de la sécurité intérieure libanaise. Mais ce sommet donc à Paris n'a pas eu à cause de la guerre en Iran et l'intervention du Hezbollah dans cette guerre. Alors, vous pensez qu'on doit donc commencer par, premièrement, par le désarmement du mouvement Hezbollah et puis
donc la deuxième étape, c'est les négociations de cesser le feu avec Israël? Premièrement, le Hezbollah n'a jamais accepté à aucun moment de céder ses armes. Ce qu'il a accepté, c'est de parler avec des intermédiaires internationaux pour voir une solution, peut-être geler tous ces armements pour une certaine durée. Et on doit comprendre exactement d'où vient cette position. Il y a des territoires libanais occupés. Oui. Quand il y a une occupation, cela lui permet, le Hezbollah, et même l'armée libanaise, si elle le désire, de répondre aux attaques de leurs adversaires, de leurs ennemis qui sont en train d'attaquer et occuper leur territoire. Alors d'ici, je trouve que c'est un peu bizarre de demander au pays occupé de céder ses armes et de laisser le pays qui l'a agressé à continuer ses agressions, à continuer à annexer son territoire. Mais certainement, étant donné que le Hezbollah est considéré comme une organisation terroriste par l'Occident, cela permet d'imposer les règles du jeu occidental. Je pense qu'il n'y a pas de doute dans tous les pays de l'Occident, même avec les divergences avec les États-Unis, que le Hezbollah, pour eux, c'est une organisation terroriste. Et que la tuerie des pagers, comme on les appelle, de plusieurs milliers des activistes de Hezbollah, cela a été considéré comme une bonne guerre contre le Hezbollah par l'Occident. Ça n'a demandé, ça n'a nécessité pas aucune reprimande à l'armée israélienne ou au service secret israélien à cause de cette opération qui est considérée une victoire des services secrets israéliens. Alors, c'est ça le point le plus faible, c'est que le Hezbollah est décrit comme une organisation terroriste. Et du coup, tout ce qui est fait contre cette organisation est accepté par la communauté internationale. Mais on oublie toujours de parler d'une occupation réelle israélienne qui dure depuis longtemps. On se souvient tous des farms de Sheba qui sont occupées depuis des décennies et que Israël veut toujours élargir cette situation. En jouissant des armements libres, gratuits de la part des États-Unis, cela lui permet de continuer ces guerres et ces violations et ces attaques contre les autres peuples, les peuples voisins, sans aucune punition de la part de la communauté internationale. Et cela lui permet de continuer. Alors c'est toujours au désir israélien d'arrêter la guerre quand il le veut et avec la manière qu'il le désire, en imposant ses conditions sur l'autre partenaire, de sorte qu'il se soumet totalement aux conditions israéliennes. Oui. Monsieur l'ambassadeur, donc ma dernière question, c'est sur l'actualité, donc les négociations qui piétinent entre l'Iran et les États-Unis et la dernière proposition donc présentée par l'Iran et qui n'est pas acceptée par les États-Unis. Pourquoi donc Donald Trump n'a pas accepté le dernier plan progressif de l'Iran? Est-ce que ce n'est pas donc un plan faisable où les États-Unis ne veulent pas négocier et veulent reprendre les attaques militaires, selon vous? Non, si on accepte les conditions ou les termes iraniens, cela veut dire que l'Iran a gagné la guerre, parce que c'est aux vainqueurs d'imposer les conditions. Alors, les conditions iraniennes, même si elles sont équilibrées, même si elles sont bonnes, ne seront jamais acceptées par les États-Unis parce que les États-Unis cherchent à soumettre l'Iran. Les conditions de l'Iran ne vont jamais être acceptables, mais plutôt des conditions américaines. Et je trouve qu'on a devant nous deux dossiers qui sont très difficiles à négocier. Le premier, ce sont les capacités nucléaires de l'Iran. Alors l'Iran parle toujours de son programme pacifique, tandis que les États-Unis n'acceptent ni pacifique, ni militaire, ni n'importe quelle capacité. On a vu comment est-ce que tous les scientifiques iraniens étaient tués, étaient salués, cette tuerie, par l'Occident lors de la Première Guerre. Deuxièmement,
alors à part le dossier nucléaire, on a le dossier des alliés iraniens, que ce soit au Liban comme le Hezbollah, les Houthis au Yémen ou tout autre, ou le Nusra en Irak. Alors tous ces armes iraniennes dans la région doivent être coupées selon l'administration américaine et certainement avant tout selon les besoins et les désirs sécuritaires israéliens. Oui, des Israéliens. Alors, tant que cela ne sera pas vraiment accepté par l'Iran, alors n'importe quel plan de l'Iran ne sera pas accepté. N'oublions pas qu'il y a une guerre et que son Excellence, M. Donald Trump, doit revenir à son peuple avec une victoire pour sécuriser sa victoire pendant les élections qui prendront place bientôt, et que s'il ne peut pas sécuriser une majorité républicaine au Sénat et au Congrès, cela veut dire qu'il va régner les deux années qui viennent avec une minorité de son parti républicain qui ne lui permettrait pas de réagir comme il le veut, quand il le veut, avec la manière qu'il le désire. Et c'est pour ça qu'il tient à gagner une victoire politique sur l'Iran. Certainement, je pense qu'il a gagné la victoire militaire, mais cela ne suffit pas. Il doit avoir une victoire politique, une soumission iranienne totale au désir et à la volonté américaine. Et d'ici, il peut se vanter d'une victoire et d'une nouvelle vague de paix, comme il le dit, pour arriver à 10 guerres qu'il a pu arrêter. Je ne sais pas comment il les compte, mais bon, alors ça sera la 10e guerre qu'il a arrêtée. Et du coup, il peut se vanter de cela pour pouvoir sécuriser la majorité parlementaire dont il en a besoin. Oui, alors, Monsieur l'ambassadeur Medhat Al-Melili, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, merci beaucoup pour votre intervention. Vous êtes toujours le bienvenu sur NATV International. Donc, une courte pause et on revient pour la suite de Bonjour l'Égypte.